Les bâtiments seraient responsables de 40% de la consommation actuelle d'énergie et de près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Avec l'urbanisation galopante et le développement croissant des pays du Sud, ces chiffres risquent de progresser de façon exponentielle. Bâtir de façon durable est désormais un enjeu majeur de nos sociétés pour préserver les ressources et minimiser les impacts. Les principes de cette construction durable sont bien identifiés. Économiser les énergies, construire en fonction du climat, privilégier les matériaux locaux, des principes de bon sens qui étaient ceux de nos ancêtres. Mais dans les faits, comment ces principes sont-ils mis en œuvre? Comment se passe cette transition de la construction vers l'éco-construction? On a des choses à reprendre, on a de l'inspiration à aller piocher dans le bâti ancien. La première des logiques, c'est qu'ils prenaient déjà les matériaux qu'ils avaient, on construisait en pierre de champ, c'est-à-dire qu'on n'allait même pas à la carrière du coin, on n'avait pas les moyens. On prenait les pierres qu'on ramassait en travaillant à la charrue, on les mettait de côté, et avec ces pierres-là, on faisait la maison. Après, tout n'est pas à prendre. Les maisons étaient traditionnellement orientées pas plein sud, mais plutôt sud-est, de façon à offrir au vent dominant d'ouest une surface minimum. Et donc c'était souvent ces raisons toutes simples de la technique de construction et des vents. Dès le début de mon travail professionnel en architecture, eh bien, la performance thermique, le confort, la maison douce, toutes ces notions et d'espace et de matériaux étaient très fréquemment dans les projets. On s'y met. On a des choses à voir. C'est une information que j'ai eue du client. Le système de ventilation me paraît assez audacieux dans le sens où on est sur déjà quelque chose de petit. Je ne voudrais pas me retrouver avec du coffrage dans toute l'habitation. Pourtant, ça serait bien, une double flux, ça serait. Il va falloir quand même réfléchir à comment on ventile ça. Que 64 mètres carrés, c'est pas grand, et ce genre d'installation, on va risquer de se retrouver avec des surchaleurs, quoi. Le cœur de notre métier, c'est de s'adapter à un environnement. Tout simplement, l'analyse de la vie de tous les jours. On est un jeune couple avec 2 enfants. Bah oui, on rentre avec sa voiture, on a été faire les courses. Ici en Bretagne, on a beaucoup de vent d'ouest, mais la porte de garage, il faut qu'elle soit plutôt à l'est et qu'on puisse ouvrir le coffre puis décharger facilement les courses. Parce qu'en fait, une habitation, c'est des fonctions, comment on circule entre les fonctions, puis après comment on la construit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une baie vitrée plein sud, sur l'année, a un apport positif, c'est-à-dire qu'elle nous amène plus de chaleur qu'elle n'en consomme. Est-ouest, c'est neutre. Il y a vraiment que les fenêtres nord qui nous consomment, qui ont un bilan négatif, et encore, si on met un triple vitrage aujourd'hui, en fenêtre nord, on peut la rendre quasiment neutre. Construire en fonction du climat et de l'environnement est un principe fort de l'éco-construction. Et ce qui fonctionne en Bretagne ne fonctionne pas ailleurs. Ici, sur l'île de la Réunion, les professionnels du bâtiment doivent prendre en compte les vents violents, la chaleur écrasante et les problèmes liés à l'insularité.
construit les maisons de façon traditionnelle, hein, c'est-à-dire nous on fait des murs en maçonnerie, une charpente métallique, de la couverture en tôle ondulée, puisque la tôle ondulée c'est spécifique vraiment à La Réunion, puisqu'elle résiste un petit peu mieux à l'arrachement en période cyclonique, hein, puisqu'on a des vents extrêmes de 210 km/h ici qu'il faut tenir en compte, mais sinon on construit des maisons avec les mêmes normes qu'en métropole, donc il n'y a aucune différence dans la structure même de la maison. Par contre, le chauffe-eau solaire est obligatoire dans chaque construction de maison. Lorsqu'on a un permis de construire, si on n'a pas précisé qu'on va mettre un chauffe-eau solaire, on n'a pas de permis de construire d'ailleurs. On peut éviter la climatisation dans une maison en mettant des persiennes au volet, en faisant en sorte d'avoir un faux plafond à 3 mètres de haut. Ce qui fait que lorsque l'air frais va rentrer dans la maison par la porte en dessous, parce que l'air frais arrive par le bas, il s'échauffe à l'intérieur de la maison et se colle au plafond. L'air chaud est au plafond, donc il faut évacuer cet air chaud au plafond par des persiennes, par des ventilations, par des extracteurs, hein. À La Réunion, avant, on ne construisait pas avec une isolation. On disait qu'à La Réunion, on est sous les tropiques, sous le soleil, une maison, 4 murs, un toit, à la limite, des fenêtres juste pour se protéger du voleur. Après, c'était suffisant. Actuellement, beaucoup de choses ont changé, et notamment une loi qu'on appelle la RTA-DOM, Réglementation thermique et acoustique dans les DOM. Et cette loi-là nous oblige à isoler horizontalement pour toutes les constructions à La Réunion et à isoler verticalement lorsqu'on est à plus de 800 mètres d'altitude. Parce qu'il faut savoir qu'ici, à l'île de La Réunion, les températures changent très rapidement. On peut être à 18 degrés dans la montagne et être à 35 degrés sur la côte en moins de 15 minutes. Donc, ce qui fait qu'il faut isoler au niveau vertical si on est à plus de 800 mètres d'altitude. Ça, c'est une loi qui a été mise en place ici et qu'il faut absolument l'appliquer. Donc tu vas monter tes blocs et il faudra respecter une dimension de joint de 10 mm. Hein, on utilise moins de mortier, moins de gaspillage. Voilà. Et ton mortier, il faudra qu'il soit un petit peu plus consistant. Je suis formateur en maçonnerie. On commence juste dans nos formations à initier entre guillemets les stagiaires au développement durable. Attends 2 minutes, Delphine, regarde. Donc, je prends le mortier comme ça, je fais ça, tu vois, et puis je fais ça. Tu vois? Donc ça va éviter de salir le bloc qui est en dessous. Hein? Le ciment, on ne le fabrique pas ici, on le fait venir de métropole. Donc la facture énergétique, ça doit y aller là, tous les ans. Donc il faut qu'on économise et il faut qu'on en mette le moins possible. Mais c'est en train de changer. Au niveau maçonnerie, ça va, hein, mais c'est au niveau placo, on a un gros souci au niveau placo. Il n'y a pas d'usine de recyclage ici, donc ça fait double facture énergétique pour les ramener dans un autre pays, pour les recycler. De grands gestes, voilà. Tu vas attendre que ça sèche un peu pour enlever les traces qu'il y a là. Et après aussi, il faudra aussi faire ici de ce côté. Okay? Il faut aussi que les entreprises se mettent aussi au diapason, hein, qu'ils envoient leurs gens chez nous pour se former, pas seulement au développement durable, mais aux techniques nouvelles que l'on montre ici. Les professionnels du bâtiment s'organisent peu à peu pour répondre à la nécessité de l'évolution du secteur. Certains par conviction, beaucoup pour satisfaire aux exigences des réglementations techniques, d'autres encore pour profiter d'une perspective d'augmentation substantielle de chiffre d'affaires. Car les besoins sont immenses dans le domaine de la construction ou dans celui de la rénovation. Dans la région, je pense que les gens commencent à prendre conscience du fait qu'il faut faire des économies d'énergie. Et c'est vrai que je rencontre régulièrement des gens qui se posent des questions sur l'isolation, sur comment améliorer les performances techniques d'un bâtiment. C'est vrai que ça a un coût, mais on arrive toujours à faire quelque chose afin d'améliorer les consommations d'énergie dans un bâtiment. Il y a les éco-prêts, il y a les aides de l'État, vous avez plein de solutions actuellement qui peuvent vous aider à rénover un bien.
Ce n'est pas du tout un phénomène de mode. Je pense qu'on est en train d'entrer dans une ère d'économie, d'énergie. Et voilà, tout le monde doit faire un effort dans ce sens. Ouais, en fait, on va mettre la vasque ici, voilà, la baignoire là. Voilà. La RT 2012 nous impose de rendre les bâtiments existants moins consommateurs d'énergie. Voilà. Donc dans ce but-là, nos salariés sont formés de façon à intégrer ces nouvelles techniques, et notamment l'isolation des murs, sur la pose de menuiserie, sur certaines énergies renouvelables, parce qu'on est face déjà à un marché considérable. Le marché de la rénovation pour la mise aux normes des bâtiments existants sur un horizon de 10 ans est évalué à peu près à 200 millions d'euros. 200 milliards d'euros, ce qui signifie que c'est une action qui va être créatrice d'emplois. Le développement durable, pour nous, c'est l'avenir. C'est quelque chose qui est incontournable et nous sommes obligés d'y aller. On a des objectifs, c'est la RT 2012 et à l'horizon, la RT 2020 qui sera encore plus contraignante. Selon le ministère de l'Écologie et du Développement durable, éco-construire ou éco-rénover équivaut aujourd'hui à atteindre une haute performance sur plusieurs cibles touchant à l'environnement, au confort et à la santé des occupants d'un bâtiment. Mais pour certains, la démarche s'accompagne de l'exigence de n'utiliser que des matériaux sains dont la production ne génère aucune pollution. Minimiser notre empreinte écologique, je dirais, c'est un petit peu un effort de tous les jours, même si on n'est pas du tout parfait, évidemment. Au niveau de cette rénovation, on a vraiment choisi l'idée de faire un bâtiment très basse consommation d'énergie, en mettant aussi l'accent sur le choix des matériaux, puisque pour moi, la notion de bâtiment durable, ça doit être un bâtiment qui consomme peu d'énergie, mais en veillant à ce que les matériaux qu'on utilise ne soient pas des matériaux qui, eux, sont très impactants au niveau de l'environnement. Il y a eu un gros travail en amont avec l'architecte, parce que c'était un peu compliqué comme bâtiment. C'était 2 corps de bâtiment qui se touchaient par un coin, donc je dirais que c'était complexe au niveau architectural pour arriver à les marier ensemble. Lorsqu'on a été content du concept, on est parti dans les travaux, et là c'est parti pour... on en a eu pour 2 ans de travaux proprement dit, parce que, d'abord parce que c'était un chantier un peu compliqué, et qu'on voulait aussi en faire une partie nous-mêmes. On a gardé essentiellement les murs, la toiture était bonne, mais tout le reste, on a vraiment isolé un maximum. Quand on prend toutes les couches, on a pratiquement 30 cm d'épaisseur d'isolant, avec du chanvre en vrac et puis de la brique chaud-chanvre, tout ça avec une petite ossature bois au milieu. On a mis des menuiseries, des fenêtres extérieures, triple vitrage partout, une ventilation double flux, pour renouveler l'air d'une façon la plus performante possible, à la fois d'un point de vue énergétique et pour la qualité de l'air intérieur. Donc, ventilation double flux, très bonne isolation de toutes les parois, menuiserie triple vitrage, ça vous fait très peu de besoin de chauffage. Et donc l'idée c'était de faire un poêle bûche, mais un peu spécial, ce qu'on appelle un poêle à inertie ou un poêle de masse. Donc c'est le seul point de chauffage de la maison, sans aucune diffusion par des conduits, des tuyaux d'eau chaude, etc. Le concept c'est de chauffer en un seul endroit et la chaleur se répartit. Alors ça marche à la seule condition que l'enveloppe soit extrêmement bien isolée, parce que si l'enveloppe n'est pas vraiment bien isolée, on va avoir des pièces qui seront beaucoup plus froides, quoi. Pour faire l'eau chaude, on a mis 5 mètres carrés de capteurs solaires, avec le ballon qui est dans la pièce, là.
Et puis on a mis 20 mètres carrés de capteurs photovoltaïques qui nous produisent à peu près 3000 kWh par an. Donc j'ai déjà vendu pour 2000 € d'électricité à EDF. C'est toujours agréable que ça se passe dans ce sens. C'est moi qui envoie les factures plutôt que l'inverse. Et ça devrait, a priori, largement compenser notre consommation électrique. C'est à la portée de tous ceux qui ont du temps, à la fois en amont pour préparer ce qu'on va faire, se former, s'informer. Alors c'est bien d'être accompagné sur des questions techniques, par exemple de performance énergétique. Et puis après, ça dépend si on veut faire une partie des travaux soi-même ou pas. Si on veut tout faire, il faut avoir un budget conséquent. Si on veut en faire une partie soi-même, déjà il faut être bricoleur et il faut avoir du temps, parce que de toute façon, c'est toujours 2 ou 3 fois plus long que ce que vous avez imaginé. J'attends quand même de voir comment tout ça va fonctionner, quand il fera bien froid, si on sera bien, si on a besoin de chauffer un peu plus que ce que j'ai prévu. Bon, je ne suis pas trop inquiet, mais il faut quand même le vérifier en vrai, quoi. Non, mais pour l'instant, on est vraiment très content de ce dans quoi on habite, quoi. La recherche d'un habitat simple, respectueux de l'environnement et énergétiquement performant pourrait bien devenir l'une des préoccupations majeures de la société. La connaissance de ces enjeux et des solutions à leur apporter est indispensable pour les futurs acteurs de cette filière. Ici, dans ce laboratoire dédié à l'expérimentation et à la recherche, on teste la mise en œuvre de nouveaux matériaux tout en privilégiant la formation et la diffusion des savoirs. Il y a des pédagogies et il y a des enseignements qui se sont montés autour de c'est pas un thème, mais de ces préoccupations-là. Parce que je pense que les futurs architectes, les jeunes architectes ou les architectes en formation sont très conscients du problème du dégât, on va dire, sur la planète, et la construction en fait partie, quoi. Alors les grands ateliers sont un centre pédagogique d'expérimentation, de recherche sur la construction. On est sous la forme d'un GIP, un groupement d'intérêt public, qui rassemble des écoles d'architecture, des écoles d'art et des écoles d'ingénieurs. Et ces écoles ont un accès direct pour venir faire des expérimentations. Là, tu peux te mettre droit. Aujourd'hui, on a un atelier qui est un basique un petit peu de la construction. Donc ça, c'est l'école d'architecture de Lyon, qui vient faire avec des étudiants de première année des expérimentations avec la brique. Donc on va dire que c'est le b.a.-ba de la construction. La terre, c'est un matériau qu'on trouve de partout. C'est le matériau qui est le plus employé dans le monde pour construire. Et là, il suffit avec des techniques, soit du piset, c'est-à-dire par tassement de la terre, soit en faisant des briques comme c'est pratiqué en Asie ou en Afrique, à faire des montages de murs assez solides, puisqu'on a des architectures qui sont très très anciennes dans ces deux techniques. C'est vrai que depuis quelques années, enfin une trentaine d'années, ce matériau avait été un petit peu malmené parce que le ciment avait quand même fait pas mal de dégâts. Donc il y avait eu un savoir-faire qui avait été un petit peu perdu dans ces techniques-là. Mais là, on revoit des jeunes architectes qui utilisent cette technique-là. Les briques se touchent. C'est-à-dire que si j'appuie ici, je suis en résistance en compression. Donc je n'arrive pas à le faire tomber alors que normalement il devrait tomber. Donc on a plusieurs types d'activités et d'expérimentation qui sont liées à cette, on va dire, cette mouvance ou ce développement durable qui est quand même une lame de fond qui balaye et qui traverse toutes les écoles actuellement. À terme, l'ensemble des projets de construction devront être revisités par le prisme des principes de l'éco-construction. Dans cette agence d'architectes spécialisée dans les projets publics et la réflexion à l'échelle urbaine, on défend une approche environnementale globale. Penser loin, à très long terme, pour un monde vivable et agréable. Nous avons eu l'occasion de travailler donc en milieu urbain sur des échelles tout à fait intéressantes, qui sont les échelles d'un pôle multimodal. Sur ce projet,
Nous avons imaginé une station de métro qui est une station assez originale puisqu'elle est baignée de lumière naturelle et elle est également ventilée naturellement. Donc c'est ce qui en fait la spécificité, c'est ce qui nous avait permis, je crois à l'époque, de gagner le concours avec une conception très ouverte, très fluide et qui prenne en compte une approche qu'on peut qualifier d'environnementale, donc l'approche sur la diminution des besoins en consommation, en électricité, et puis qui est aussi une approche tout simplement architecturale et psychologique, le fait de se sentir bien dans un espace qui est largement éclairé naturellement, et puis une approche liée à la qualité de la lumière, c'est-à-dire qu'on rentre dans un sous-sol, une station de métro, quand on rentre dans une station de métro, souvent c'est un petit peu, il ne faut pas être claustrophobe, quoi, hein, voilà. Là, on a l'impression d'être pratiquement dehors. Nous pensons donc au sein de l'agence que les approches qu'on peut qualifier de durables ne peuvent être que des approches globales et multicritères et qu'une des clés de réussite des projets, c'est la réduction des besoins. Réduction des besoins quels qu'ils soient. Réduction des besoins en transport. Par exemple, faire une maison très performante d'un point de vue énergétique, mais qui est située très très loin, en milieu rural, où il faut 3 voitures pour une famille, avec des voitures qui circulent, etc. tous les jours. Vous allez avoir un bâtiment qui, d'un point de vue thermique, sera très performant, mais d'un point de vue de son bilan global, va être catastrophique à cause du déplacement urbain. Donc réduction des besoins en transport, réduction des besoins énergétiques. Il faut faire des bâtiments performants. Réduction des besoins aussi sur l'eau. L'utilisation de l'eau, ça c'est important. La réduction des besoins en termes d'entretien d'un bâtiment, ça peut être le plus malin possible et minimiser les coûts d'entretien. Un bâtiment, il va vivre 60 ans, 70 ans, 100 ans, et on s'aperçoit que le coût global d'un bâtiment sur un siècle, il peut être complètement différent si le projet a été bien pensé en amont ou mal pensé, ne serait-ce qu'avec l'entretien et les dépenses énergétiques. Le coût de la construction représente, je crois, 20% du coût global d'un bâtiment si on raisonne à l'échelle de 30 ou 40 ans. Donc c'est pas grand-chose. Donc il faut peut-être quelquefois mettre un peu plus d'argent dans un bâtiment à l'origine, en raisonnant avec une approche qui soit une approche financière, économique, globale, et qui intègre tous les critères de réduction des besoins. Et c'est cette approche-là qu'on a appliquée sur l'école Jules Ferry, donc à Villeurbanne. Donc ça, c'est un bâtiment d'environ 2000 m², qui est une extension d'une école existante. Et donc le bâtiment est très bien isolé, avec des parois en ossature bois, donc avec 18 cm de laine de bois. Même l'isolant est aussi un dérivé du bois, donc ça c'est important aussi. Orienté plutôt nord-sud. Donc, ce qui permet à la fois de capter l'énergie de façon passive en période hivernale, mais de s'en protéger avant les périodes estivales. On peut avoir des surchauffes très très importantes par des systèmes de brise-soleil extérieur, des casquettes, des débords. Donc on trouve des lames qui ont des orientations bien particulières qui laissent passer le soleil à certaines périodes en hiver, mais pas à d'autres. Donc ça, c'est un point important. Donc s'isoler, réduire les besoins énergétiques, y compris en période de surchauffe. Donc le projet est ventilé, avec une ventilation naturelle, qui peut se faire la nuit par exemple. Ce sont simplement des ouvertures, des baies, des fenêtres ou des clapets qui s'ouvrent en période nocturne, qui permettent de déstocker la chaleur qui peut être accumulée. Et puis c'est un projet qui aussi est très baigné de lumière naturelle, quelquefois directe, quelquefois filtrée, pour minimiser les consommations électriques. Consommations électriques qui sont d'ailleurs complètement couvertes par 56 m² de panneaux photovoltaïques pour couvrir l'équivalent des besoins en consommation électrique de l'école. Le végétal et le rapport à l'eau, l'un étant indissociable de l'autre, est quelque chose de fondamental. Donc sur l'école Jules Ferry, on l'a imaginé à travers des petites bandes plantées situées au rez-de-chaussée, d'ailleurs qui permettent de faire circuler un air plus frais, mais également un confort acoustique par rapport au bruit extérieur qui est important. On a une toiture qui est composée d'isolant et qui est protégée par un substrat végétal de faible épaisseur, c'est 8 à 10 cm. Si vous préservez des zones plantées, vous créez des phénomènes d'évapotranspiration du végétal et vous arrivez à rafraîchir l'atmosphère. Des études qui ont été faites en particulier au Canada et en Suisse qui démontrent qu'on peut arriver à faire baisser à l'échelle d'un quartier en multipliant les surfaces poreuses végétalisées, c'est-à-dire qu'en laissant l'eau retourner à la nappe phréatique, qu'on peut arriver à baisser la température de 2 ou 3 degrés. 2 ou 3 degrés, on mettrait des quartiers sous cloche avec des climatiseurs géants, on n'arriverait pas à baisser de 2 ou 3 degrés.
Depuis quelques années, il y a une exigence, voire même une recherche à la fois qualitative et environnementale qui n'existait pas il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Ces approches sont en train de se généraliser. Hein. Elles sont liées à une volonté politique et avant tout même à une prise de conscience, je pense, qui a eu lieu entre autres avec le Grenelle de l'environnement. C'est un constat qu'on peut faire et qui nous permet aussi d'être optimiste. Il faut aller encore plus loin par contre. Aller plus loin sur la voie de l'éco-construction est effectivement une nécessité absolue pour minimiser au maximum notre impact sur la planète. Utopie pour certains, préoccupation électoraliste ou outil de communication pour d'autres, il n'en reste pas moins que cette notion de durabilité n'est plus remise en question. Et cette lame de fond ne s'arrête pas aux acteurs du secteur du bâtiment. Elle concerne les producteurs de matières premières ou de matériaux, les banques, les collectivités, les pouvoirs publics et le monde de l'entreprise. Une prise de conscience tardive mais nécessaire si on veut avoir une chance de rendre un jour le monde viable et soutenable.